va super. On se retrouve pour l'épisode numéro 63, enregistré à l'heure et à la date habituelle. Donc, on est très content d'avoir réussi à caler ça, parce que c'est une semaine un peu chargée, enfin 2 semaines un peu chargées pour toi, 2, 3 semaines là. Ouais. Euh, et donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à me raconter? Est-ce que tu as une news à me donner ou est-ce que je me lance directement? Vu que c'est un peu chargé, comme on a dit, pour le lancement de la saison 2 de la Crypto Fellowship, j'ai pas trop eu le temps de. En fait, et c'est là que je me suis rendu compte que euh, même si tu es dans un marché, dans une industrie ou quoi, en fait, quand tu travailles full-time, t'as pas trop le temps quand même de regarder ce qui se passe. Et en fait, j'ai dû ouvrir Twitter une dizaine de fois, par exemple, aujourd'hui, alors que en temps normal, j'aurais ouvert une centaine de fois. Et du coup, j'ai capté beaucoup moins d'infos, beaucoup moins de news. J'ai pas eu le temps de capter tant d'informations. Donc, je sais pas si toi, si toi, par contre, t'as pu Yes. choper des trucs intéressants. Yes, j'ai des trucs intéressants, mais on en parlait juste avant. Et je me suis dit, putain, c'est un truc qu'on aurait pu dire dans le podcast. Euh, Peut-être que ça te permet, toi, de capter des mouvements de fond qui sont plus intéressants que, Le bruit. le signaling sur Twitter. Ouais, peut-être. Après, c'est drôle quand même, le signaling. Le signaling, j'aime bien quand même. Mais oui, oui, peut-être. Je sais pas. Je te Oui, dirai ça dans on six mois, plaide dans un an. coupable. On Mais plaide coupable de faire du signaling sur Twitter de temps en temps. voilà, Donc exactement. voilà, ok, bon bah écoute, moi je vais te raconter une anecdote. Je suis allé boire un verre avec un pote récemment, un gros joueur Sorare, qui est en train de faire un move très intéressant. Il en parlera dans sa newsletter, je vous conseille de suivre. C'est Tekoma sur Twitter. Et il m'a raconté l'histoire d'un de ses potes. Donc forcément, tu vois, quand tu commences à jouer à un jeu ou quand tu commences à investir en défi, bah, si tu as de la chance, tu as des gens curieux autour de toi qui te posent des questions. Et si tu as moins de chance, ben, tu es obligé de faire un petit peu de l'évangélisme et d'en parler autour de toi. Et quand je dis obligé, c'est genre une réaction classique chez l'être humain, c'est que tu as envie d'en parler parce que tu vois que c'est life-changing, tu vois que ça te plaît, tu vois que c'est un truc pour lequel tu es passionné, et donc tu en parles. On l'a tous fait, on a tous eu plus ou moins les mêmes types de discussions avec tout le monde, et du coup, lui, il a parlé de ce rare relativement tôt à beaucoup d'amis à lui, et tu en as quelques-uns qui se sont lancés. Dans ces amis à lui qui se sont lancés, il y en a un qui est en train de lever des fonds pour investir à plus grande échelle sur le jeu Sorare. Ok. Donc, il lève ça avec des professionnels du sport. Donc, c'est intéressant de voir Hmm. comment il structure ça. Mais c'est pas de lui dont je voulais parler. Le mec dont je voulais parler, je tairai son nom parce que je pense que j'ai pas son autorisation pour en parler. Euh, J'espère avoir un contact avec lui dans ce sens-là et qui pourrait peut-être venir un jour sur le podcast, que je trouve ça super, super intéressant comme expérience. En gros, son histoire, c'est que c'est un ex. Il a une boîte familiale qui fait, en gros, technicien de surface. C'est comme ça qu'on Ok. dit en Belgique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en France. En gros, c'est les femmes, enfin, c'est le ménage. Donc, en gros, Hmm. il vient d'une boîte familiale où ils font du ménage un peu partout dans les immeubles, etc. C'est une boîte qui tourne bien, probablement. Mais en attendant, lui, il était opérationnel dans cette boîte. Et quand il a entendu parler de Sorare, il a commencé à y jouer. Il a investi un petit peu d'argent, etc. Et aujourd'hui, il se vire, il cash out 20 000 dollars par mois grâce aux bénéfices du jeu. Pas mal. 20 000 dollars par mois en reward Sorare. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est un, pour mettre en exergue que tu peux être un opérationnel dans une boîte de ménage et au fur et à mesure du temps, construire un portfolio sur un play to earn qui te permet de vivre et de bien vivre dans son cas à lui à partir de ce jeu-là. Mais surtout, ce dont je voulais parler, c'est de la puissance du play to earn. On entendait tous parler de Axie et des salaires de misère que les gens pouvaient se payer à l'autre bout du monde, mais que c'était quand même life-changing pour eux de pouvoir Hmm. faire du clic-clic toute la journée pour être payé à la fin du mois. Bah là, on a un jeu français joué par un Français et ce mec-là qui fait probablement partie des top earners Hmm. Ouais. sur Je Sorare, tu pense vois. qu'il faut quand même être bon quoi, pour Oui, oui, il sortir faut être autant. bon, mais en même temps, il fait ça, enfin, son blé, il le fait qu'avec les rewards du jeu. Donc, en gros, son taf à lui, c'est de miser sur les bons joueurs, aligner les bonnes équipes, et puis ensuite, si les performances en monde réel sont telles qu'il les avait prédit, eh ben,
il peut gagner des rewards, etc. Donc, c'était la petite anecdote. J'ai horreur de dire petite anecdote, parce qu'une anecdote, par définition, est petite. Mais c'est l'anecdote du jour. Embarquez vos potes quand vous voyez des projets qui vous changent votre vie à vous, concrètement. Et si vous les avez creusés, vraiment creusés, c'est encore mieux. Et tout ça, en fait, c'est à replacer dans ce grand contexte général de play and earn. Ça va aller chercher la masse de joueurs sur Internet. Ces gens-là, ils vont gagner de l'argent en ligne. Et s'ils sont malins, ils arriveront à les placer leur billes après sur tout ce qui est défi, etc. Et je pense réellement, au plus profond de moi, là, actuellement, je pense que la version actuelle du Play and Earn, enfin de l'écosystème Play and Earn, c'est vraiment un outil marketing pour amener les gens vers la défi. Mm. Et c'est pas fait consciemment, c'est genre organiquement, quand tu gagnes de l'argent on-chain, tu auras plus tendance, surtout avec les taxes qui sont prohibitives dans certains pays, tu auras plutôt tendance à laisser ton argent on-chain et à le faire travailler on-chain pour, à terme, pourquoi pas faire un cash-out partiel ou total sur tes Mm. gains. Donc voilà, je sais pas si tu as d'autres histoires, toi, de mecs qui gagnent énormément d'argent, qui font pas juste de la collection, Non, il y avait mais qui, juste en quelqu'un. jouant au jeu, gagnent de l'argent. Non, moi, c'était quelqu'un qui m'avait raconté. euh, donc, c'est un Français qui a son beau-frère est français, mais chômeur. Et il lui a parlé d'Axie Infinity. Mhm. Il l'a chauffé là-dessus. Et le beau-frère a commencé à jouer, a fait de l'argent dessus. Il a fait l'équivalent de son chômage en un mois. Et en fait, il s'est dit, bah, en fait, c'est trop bien, vas-y, je vais continuer à jouer. A commencé à regarder des vidéos YouTube, s'est vraiment intéressé au truc, a créé une guilde en France et il a embarqué d'autres potes à lui chômeurs, parce qu'apparemment, c'est un ensemble de potes un peu, ouais, le genre de groupe, Anti-système, quoi. ouais, un petit système un peu à la ramasse, qui veulent pas trop taffer. Et en fait, et qui adore les jeux vidéo, pour le coup, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ce mec-là adorait les jeux vidéo et il a un pool de potes qui adorent aussi les jeux vidéo et qui sont dans le même délire. Et en fait, il a créé une guilde et aujourd'hui, il arrive en bénéfice par mois avec la guilde à sortir un salaire perso, enfin un revenu perso de 5 chiffres. Et ça, c'est beau pour un mec qui était chômeur il y a un an et qui était un peu anti-système, comme tu dis, tu vois. Euh, et du coup, ça a démarré avec son beau-frère, pour le coup, qui lui était all-in, qui a un taf, qui est dev, qui lui a dit, tu sais, tu devrais regarder un truc qui s'appelle Axie Infinity, tu peux gagner de l'argent avec. Et bon. Donc maintenant, des dernières news, le mec ne joue plus, mais il gère la guilde. Donc en fait, Hmm. il a acheté, en fait, avec les profils, il a racheté des assets, il a créé un portefeuille d'assets qui loue à des scholars. Donc ouais, et c'est un Français, c'est un Parisien. euh, et je serais curieux de savoir s'il est toujours au chômage ou pas. C'est the question. Est-ce que tu es toujours Pôle emploi ou pas? Mais en tout cas, j'ai entendu dire qu'apparemment, tu avais un risque de requalification en tant que trader pro si tu sors des revenus alors que tu es sans activité. Alors même si tu n'es pas au chômage, mais que tu n'as pas d'activité, Mhm. tu peux te faire requalifier par l'administration fiscale française en tant que trader pro et être imposé à hauteur de 50% sur tes gains. Donc Ok. j'espère pour lui qu'il a prévu ça. Ouais. Est-ce que tu veux que j'enchaîne? Ouais, si tu veux, vas-y, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, let's go. J'ai vu un tweet de Balaji aujourd'hui. J'ai un peu une dent contre les DAO, enfin, non pas contre le concept de DAO ou contre les contributeurs de DAO ou les gens qui lancent des projets dans les DAO, etc. Mais j'avais envie de... Ça fait longtemps que j'ai envie de démystifier ce concept de DAO. Et ce tweet de Balaji, qui est sorti il y a quelques heures, m'a rappelé que je devais le faire sur le podcast. Et donc, en gros, on part du principe que les DAO, donc c'est des organisations autonomes décentralisées, c'est un des buzzwords du Web3. C'est un mot qui rassemble beaucoup de gens, qui veut dire beaucoup de choses à enfin, qui veut dire plein de choses, un peu tout et son contraire à beaucoup de gens d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle forme d'organisation. La plupart du temps, c'est des groupes sur Discord avec des contributeurs. Les gens se répartissent les tâches entre eux pour faire en sorte qu'un projet avance. Et ce projet-là, du coup, il est co-géré par toute une partie de stakeholders dans le projet. Et en fait,
j'ai l'intuition, en tout cas, en regardant les articles, dans la presse populaire ou sur les vidéos YouTube qui sont un petit peu, tu vois, les vidéos one-shot de mecs qui introduisent un sujet rapidement, que les mots-clés qui tournent autour de ce concept de DAO, c'est un petit peu genre révolution, droit de vote, démocratie, etc. Et ça fait un peu, ça m'avait un peu saoulé, puisqu'à la fin de la journée, en fait, il s'agit juste de créer une structure sociale qui fonctionne mieux, de façon décentralisée et si possible autonome, euh, et qui permet du coup à des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas besoin de se connaître, qui viennent avec juste finalement un emoji, enfin pas un emoji, mais une photo de profil d'une collection X ou Y, de commencer à travailler ensemble en fonction de ses compétences, et même sous pseudonyme, ça peut fonctionner. Et on sait tous les deux qu'il y a des dérives, il y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup de bullshit autour de tout ce concept-là. Et du coup, Balaji a fait un tweet où il dit, OK, il y a 3 types de DAO. Il y a vraiment les DAO qui sont autonomes. Et donc là, c'est un groupe d'individus qui interagissent avec des smart contracts et puis c'est tout. Ce qui est très rare. Je pense qu'il y a moins de 1% des DAO qui font ça actuellement. Et puis ensuite, tu as ce qu'il appelle les DAO bureaucratiques. Ça, c'est probablement 80% des DAO qui sont aujourd'hui sur le marché. C'est de la politique, c'est tout le monde doit voter pour tout, c'est finalement tout le monde a voté pour, mais on fait autrement parce qu'il y a machin qui a fait chic et tchac. Donc il y a beaucoup, c'est un capharnaüm en fait qui fonctionne pas. Alors aujourd'hui, vu qu'on est dans une bulle spéculative assez haussière et que les gens font pas attention à ce genre de détails, etc., bah, ça n'empêche pas le token d'être bien coté, de pumper, etc. C'est pas ça la question. Mais finalement, en interne, si on reprend ce concept de structure de base, de personnes et d'individus qui doivent ensemble collaborer pour faire avancer un projet, bah, là-dessus, ça bloque pas, enfin, ça bloque, ça fonctionne pas. Et puis ensuite, il a la troisième DAO, qui pour moi est le troisième type de DAO, qui pour moi est la DAO qui fonctionne le mieux actuellement et qui est la plus rationnelle en termes d'approche, c'est la CEO DAO, la DAO de CEO, dans laquelle il y a un ou plusieurs leaders clairement énoncés, affichés, qui conservent une majorité, si pas la totalité des droits de vote, qui peuvent émettre des propositions à la communauté, et ensuite la communauté fait ce qu'elle veut, elle fait des retours, elle fait des feedbacks, elle dit qu'elle est contente, qu'elle n'est pas contente, mais à la fin, c'est le CEO qui décide pour le reste de la communauté. Et il dit c'est pas forcément euh, même si le côté autonome est pas très clairement rempli, si le critère d'autonomie n'est pas très clairement rempli, c'est pas grave, c'est un pas de plus vers le premier type de DAO qui sont les DAO autonomes. Et c'est probablement aujourd'hui une structure qui vaut la peine d'être gardée et qui vaut la peine, disons, en fait, c'est un mal pour un bien. Et il dit, du coup, comment est-ce qu'on peut savoir si elles sont décentralisées, malgré tout? Et ben en fait, le code, il est on-chain, il est public. Ça fonctionne exactement comme un projet open source avec un leader. Et donc, je trouvais ça intéressant un petit peu ouais, de mettre en perspective tout ce qu'on entend sur les DAO, principalement sur Twitter, avec la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, les DAO qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, c'est celles qui résonnent en squad. Donc, en fait, on repart dans une organisation très typique d'une organisation d'une équipe de développeurs. C'est-à-dire des squads avec des responsabilités. Et au sein de ces squads, de ces comités, il y a des gens qui ont un droit de vote, un pouvoir de décision. Et ce pouvoir de décision, il est réservé exclusivement aux champs de compétences qu'ils ont. Donc, par exemple, tu as une squad de designers. Les designers décident entre eux, ils peuvent choisir d'émettre des propositions à la communauté fait des retours, la communauté a peut-être un quorum de vote, mais ça s'arrête là. En attendant, c'est la squad qui prend. Il n'y a pas un CEO derrière qui dit non, oui, non, oui, non. Là, c'est vraiment Mm. la squad qui prend la décision. OK, on avance. Et puis, pareil pour le côté dev front, et puis dev back, et puis dev blockchain, et puis etc., etc., etc. Donc, je trouvais ça intéressant de partager ça à notre audience, pour en avoir discuté avec quelques-uns, qui soit sont complètement dubitatifs, pas dubitatifs, mais Sceptique. sceptiques, ouais, sceptiques sur les DAO, ou bien alors qui sont avec des étoiles plein les yeux, on va réinventer le monde et le monde va fonctionner comme une DAO. C'est pas la réalité et ce sera probablement pas la réalité avant très 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 longtemps. Et Balaji, qui est un gros promoteur de la décentralisation et du côté autonome, lui-même en vient à cette conclusion, et donc je trouvais ça intéressant de le partager. Mhm, Est-ce que tu mhm. as un retour à me faire? Est-ce que toi, tu as
Est-ce que ton expérience Non, atteste de ça? bah, j'ai pas beaucoup d'expérience dans les DAO. Parce qu'en fait, dès que je rentre dans un Discord et qu'il faut que je rentre dans la partie organisation du truc, en fait, il y a deux DAO qui m'ont proposé de les aider, tu vois, d'être contributeurs en fait sur des sujets spécifiques. Et en fait, dans tous les cas, en fait, j'ai pas été jusqu'au bout du processus et ça m'a fait chier. Par contre, les deux dans lesquels qu'on m'avait proposé, c'est des DAO qui sont plutôt connus et qui ont l'air de marcher. Et elle, bah, c'était exactement le modèle. En fait c'est une boîte. C'est juste que tu as un leader qui avait la décision finale. Tu avais des core contributeurs. Les core contributeurs prenaient des contributeurs de la communauté et en fait les mettaient dans des Discord dédiés. Il y avait Discord enfin, dans des channels dédiés, Hmm. marketing, design, etc. Il y avait des propositions. Quand toi, en tant que membre de la communauté, donc non pas contributeur, mais membre, tu voulais faire une proposition, mais tu disais, bah, moi, pour le marketing, je vais faire telle proposition. Et au final, du coup, c'était le core contributeur de la verticale, donc core contributeur marketing, core contributeur design, etc., qui disait oui, non, on avance là-dessus. Hmm. Et je sais que chaque semaine, il devait faire un report au core leader de la DAO. En Hmm. fait, c'est une boîte, hein. Hmm. C'est exactement comme une boîte. C'est juste que tu laisses la place à tes membres de. Donc, en fait, on pourrait dire que comme dans une boîte dans la vie réelle, tu laisses la place à tes clients de émettre une hypothèse et de faire une proposition. Et s'ils sont vraiment chauds, de t'aider, Hmm. en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Mais ça n'empêche qu'il faut qu'il y ait un leader, ça n'empêche qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient des responsabilités, qui prennent. S'il y a un truc qui capote, ben, qu'ils en soient responsables. Et pour moi, honnêtement, je trouve que c'est la façon la plus saine à long terme de créer une structure et que la structure avance. Moi, je ne crois pas à l'horizontalité totale où on n'a pas de leader et on laisse les choses se faire parce que j'y crois pas et on l'a très bien vu avec Loot, c'est devenu un peu le bordel. Euh, mais voilà. Mais donc, j'ai pas d'autre chose à dire. J'avais vu ce tweet, enfin, j'ai vu le début du tweet, je l'avais pas tout lu, mais j'irai le lire en profondeur et on mettra le lien Mhm. pour de la communauté. D'ailleurs, ce week-end, j'ai recommandé Balaji à quelqu'un. C'est très drôle, j'étais à un événement, il y avait quelqu'un qui a commencé à investir dans les cryptos. Donc, c'est un mec qui investit un peu dans l'immobilier. Il a un petit parc immobilier. Il a commencé à investir dans les cryptos. Et il m'a expliqué, il y a un an, déjà, en fait, il était sceptique. Je voyais qu'il était un peu sceptique sur qui dans la salle était dans les cryptos. Et donc, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a introduit à cette personne. Et m'a dit, ah, lui, Jedi, tu vas voir, c'est Crypto Boy, vous allez bien vous Hmm. entendre, machin truc. Donc, on commence à discuter. Et je voyais que la personne, au début, elle voulait pas. Enfin, on discutait, mais elle attendait de voir qui j'étais et quel était. Est-ce que j'étais un scammer qui essayait de vendre ma cam ou voilà. Et donc, en fait, la conversation va bien, la conversation avance. Et en fait, la personne, ça fait un an qu'elle est dans la crypto et elle a un petit portefeuille qui a fait x2. Et elle était ravie d'avoir fait x2. Et le truc qui lui pesait le plus sur la tête et sur le cœur, c'est que tous les mecs qui connaissaient de près ou de loin dans la crypto avait fait plus que x2 en un an. Et en fait, ça l'énervait. Il me disait, ça m'énerve, j'ai l'impression que j'ai tout mal fait. Et il ne se rendait pas compte que faire x2, c'est déjà très bien en un an. Je lui dis, si tu avais laissé ton argent sur un compte épargne, tu n'aurais jamais fait ça. Il me fait, non, non, je comprends, mais ça me fait chier parce que je me compare quand même. Et c'est là aussi que la comparaison, en fait, Quel elle âge? est dans la trentaine. Dans la trentaine. Ok. Donc c'est une maladie qui reste longtemps, quoi. Merde. Ah, mais oui, oui, non, c'est une maladie jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Mais en soi, la comparaison, en fait, ça dépend comment tu la prends. Il y a des personnes qui prennent la comparaison comme un moteur de niaque et de motivation et envie de dire, en fait, la comparaison crée une espèce de compétition saine. On va essayer de se dépasser, on va toujours essayer de se dépasser et en fait, du coup, de tirer vers le haut. Et puis, il y a d'autres personnes où la comparaison peut être en fait un frein et ils disent, en fait, je suis un nul, je suis un bon à rien, je vais pas Hmm. y arriver. Ou alors je vais aller chercher les get rich quick schemes parce que je me compare et mon copain il a fait x10, j'ai pas fait x10 et peut-être qu'avec cette façon, ce truc qui a l'air incroyable où je vais pouvoir faire x100 en une heure, je vais y aller et en fait là tu te fais défoncer. Mais en fait, Comme nous, quoi. c'est toujours dangereux. Mais soit, tout ça pour dire que et elle me disait, donc, je lui ai parlé de plein de trucs. Évidemment, je lui ai parlé de Magic. Évidemment, je lui ai vendu ma cam. Et à un moment donné, il me dit
mais comment je fais pour euh, me renseigner et comment je fais pour avoir des bonnes informations. Il m'a dit, est-ce que tu as des youtubeurs à me recommander? Est-ce que. Et puis alors là, j'étais un peu bourré. Je suis entré dans tout mon truc de filtre, de réseau, machin truc. Donc en gros, le truc de base, c'est de dire, en fait, ce qui importe, c'est que toi, tu ne peux pas capter toute l'information. Tu ne peux pas être à la source de toutes les informations. Donc ce que tu dois faire, c'est de créer tu dois devenir une espèce de proxy où en fait tu vas capter. Non, en fait, il faut que tu t'entoures de proxy. Donc ça veut dire que c'est des éléments, c'est des gens, ça peut être des amis, ça peut être des groupes privés, ça peut être des gens que tu suis sur Twitter qui, eux, ont le temps, l'expertise d'aller chercher certains éléments d'information. Et il faut que toi, tu aies un filtre assez bon pour savoir qui tu vas écouter et qui tu vas pas écouter. Et donc, je lui dis, ça démarre en fait par suivre les bonnes personnes sur Twitter. Et donc là, tout ça pour dire que, évidemment, j'ai recommandé Balaji et d'autres personnes. Et donc, je lui ai fait une liste de plusieurs personnes à suivre. Et je lui ai dit, bon, si tu devais commencer quelque part, il n'a pas Twitter. Donc, je lui ai dit, si tu devais commencer quelque part, prends cette liste et ne suis que ces gens-là pendant une semaine. Tu lis tout ce qu'ils tweetent et tu prends celui que tu aimes le plus. Et dès que celui que tu aimes le plus retweet quelqu'un, tu vas suivre ce quelqu'un qui a été retweeté. Et je lui dis, tu crées ton petit réseau comme ça. Et je lui ai dit, dans un mois, 2 mois, 3 mois, tu auras 200, tu seras abonné à 200, 300, 400 personnes sur Twitter. Et normalement, si tu as plutôt moins bien fait le travail, tu auras de l'information plus ou moins de qualité sur laquelle tu vas commencer à pouvoir te baser, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pour Balaji. Ouais, c'est pour le fait de suivre Balaji parce que c'est le premier que j'ai mis dans la liste. Et lui, pour le coup, il va pas vous dire putain, Magic, c'est trop bien, il faut aller suivre. C'est pas ça qu'il va vous dire. Il va plutôt essayer de. C'est très intellectualisant ce que fait Balaji. Donc, c'est vraiment. En fait, il essaie de comprendre des principes et de mettre des mots sur la narrative du principe, comme il a fait pour les DAO et autres, quoi. Ouais. D'ailleurs, là, son gros cheval de bataille ces dernières semaines, c'est par rapport au mouvement des truckers, donc des camionneurs qui font la révolution par rapport au pass vaccinal au Canada et les mesures considérées à juste titre, selon moi, antidémocratiques qui ont été prises par le gouvernement et par Justin Trudeau, notamment celle de bloquer les levées de fonds, tu vois, parce que la plupart des truckers, etc., pour financer leur mouvement, ils passent par des plateformes de levée de fonds, de fundraising classiques. Et c'est maintenant le gouvernement a un droit de regard sur qui lance quoi comme levée de fonds. Grosso modo, hein, je caricature, mais c'est ça. Mais alors, ils ont un droit de regard en tout cas sur la société. Ils ont aussi un droit de regard sur ton compte en banque. Et du coup, ils ont commencé à, apparemment, selon en tout cas les tweets que j'ai vus passer, à geler des comptes bancaires, etc. Et là, tu as Balaji, forcément, c'est OK, obvious case for crypto. C'est un scénario typique, classique, prévisible, dont on a tous parlé, qui est en train de se réaliser, non pas dans une dictature. C'est pas le Kazakhstan qui va aligner des gens et leur tirer dans le dos. C'est pas ça. C'est ou le Kazakhstan qui gèle des avoirs et des trucs de leurs opposants politiques. Non, là, c'est Justin Trudeau au Canada qui commence à avoir une dérive, en tout cas, si on est libertarien, qu'on peut considérer carrément antidémocratique et anti-libertaire, ouais, anti-liberté en tout cas, et dit, voilà, typiquement, use case, crypto, c'est un truc qu'il faut prévoir. Et c'est un truc sur lequel on peut se protéger via la crypto si on est malin. Et ça me fait penser à un autre tweet de Naval que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, qui dit en gros, la scalabilité, c'est pas important jusqu'à ce que ça le soit. La vie privée, la privacy online, c'est pas important jusqu'à ce que ça le devienne. Et la décentralisation, c'est pas important jusqu'à ce que ça le devienne. Et ben, c'est typiquement, encore une fois, prévu, enfin pas prévu, mais c'était prévisible et c'est en train de se passer dans notre monde à nous. Et je trouve ça intéressant du coup de suivre Balaji pour voir ça en fait, pour permettre d'avoir une lecture un peu plus profonde de ce qui se passe dans notre monde. Euh, et comment la crypto, ou en tout cas la décentralisation, permet d'y, de combler enfin en tout cas de trouver des solutions pour ces dérives potentielles. J'ai acheté un pull récemment que je mettrai à l'occasion du prochain épisode. Vous verrez. Un pull Balaji?
Ouais. Vous Oh verrez. non, je suis jaloux, là, tu l'as acheté où? Tu verras, vous verrez. Et j'en parlerai à ce moment-là. Cool. Alors, moi, Et juste ouais. pour terminer sur le tweet de Balaji, dont je parlais juste avant, il y a des réponses qui sont intéressantes. Il y a un mec en gros, qui a comparé les systèmes gouvernementaux, enfin, en tout cas les systèmes d'organisation de l'État, avec les DAO aujourd'hui. Il aurait dit à la Adam Smith DAO, c'est quoi? C'est on met des règles à la base sans contrôle, à part sur des petites variables. Typiquement, c'est Uniswap. Il y a la Grèce ancienne DAO, c'est la démocratie directe. Il y a la Thomas Jefferson DAO, c'est la République démocratique représentative, du coup. Ça, c'est typiquement AV. Tu passes par un parlement et des exécutifs pour faire passer des propositions. Tu as la British Empire DAO, donc ça, c'est l'exécutif qui fait exactement ce qu'il veut avec une petite contrainte par le Parlement. Donc, on pourrait imaginer, bah, du coup, là, c'est la communauté qui peut mettre une contrainte, Mhm. qui peut mettre des droits de veto. Et puis ensuite, tu as la Napoléon DAO. Et donc là, c'est le dictateur qui fait tout ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. Voilà. Et je trouvais ça intéressant de comparer les systèmes étatiques et les différents types de gouvernement, de démocratie euh, avec les DAO existantes. Donc, allez lire les réponses à cette 8 aussi sur Balaji. En général, c'est intéressant. Ouais, c'est toujours. Bah, ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Vas-y, je te laisse Euh, enchaîner. Moi, c'est la boîte d'un mec qu'on connaît, enfin qu'on a. Alors, j'ai totalement zappé si tu avais déjà parlé de cette boîte, mais je pense que non, mais tu as parlé de l'autre boîte. Est-ce que tu as déjà parlé de Rareblocks? Non, Ça me tu dit te rien. souviens pas du mec Danny Postma? C'est le mec qui a fait qui a fait un outil de copywriting qui utilise l'IA de PNAI et qui a été revendu à 7 chiffres. Danny Postma. Si, je vois que tu sais qui est le mec, mais je ne sais pas si tu as parlé de sa nouvelle boîte qui est dans le Web3 pour le coup. Non, vas-y. Bon, en gros, c'est Danny Postma. C'est un mec qui est nomade, online business, bootstrap, machin truc, et qui a fait en fait un exploit pendant le Covid. Il a lancé un SaaS de copywriting avec l'AI de OpenAI, et en 9 mois, je pense, il est passé de la création de ce produit à une revente à 7 chiffres, donc plus d'1 million de dollars. Ça a fait beaucoup de bruit dans l'écosystème Bootstrap Business, et c'est devenu une petite starlet. Peter Levels l'adore, et ça a fait beaucoup de bruit. Et avec cet argent-là, il s'est dit, bah, je vais commencer à investir dans le Web3. Il est rentré dans la vibe Web3 et il a créé un nouveau produit qui s'appelle rareblocks.xyz. Et en fait, c'est assez drôle. Ce Danny, sa passion de base, c'est le product design. Et, et d'ailleurs, quand vous allez sur son ancien outil euh, que Il est vous très verrez beau. en... Ouais, il est très très beau. Et Rareblocks, c'est quoi? C'est une boutique d'assets front-end pour le Web 2 et le Web 3. Donc, en fait, quand tu es front-end, tu peux utiliser des assets, des librairies d'assets déjà existants, Tailwind et d'autres. Et en fait, là, c'est exactement ça. C'est une boutique d'assets front-end pour Web 2 et Web 3. Alors, pourquoi Web 3? Quel est le rapport avec le Web 3? En fait, il a fait un système assez particulier. Je pense que c'est un des premiers outils qui fait ça. Enfin, un des premiers, c'est une marketplace pour le coup, là, c'est pas vraiment un outil, mais c'est une des premières marketplaces qui fait ça. Pour accéder aux assets en tant que développeur, ce que tu dois faire, c'est que tu dois minter un NFT. Ils sont sold out, donc tu dois l'acheter. Le prix actuel, c'est 1500 $ par NFT. Donc tu dois acheter un NFT. En achetant le NFT, tu accèdes à la librairie, donc il y a plusieurs milliers d'assets. Tu accèdes au fait de pouvoir publier tes propres assets et de gagner de l'argent en retour, et au fait de rejoindre la communauté de développeurs et front-end dev, un Discord privé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont bootstrappé ça comment? Avec la vente des NFT, ils ont payé des designers pour créer les 1000 premiers assets. Donc en fait, les 1000 premières, les 1000 premiers actifs supply sur la marketplace ont été créés par le financement de la marketplace en vendant des NFT, tu vois. Et c'est très malin. Et aujourd'hui, donc, quand tu achètes le NFT, comme je disais, tu as accès à toute la librairie, tu as accès au fait de pouvoir publier tes propres NFT. Et quand tu crées tes propres assets, et quand tu crées tes propres assets, évidemment, tu as un pourcentage de la vente des NFT et non pas des assets qui revient à toi.
En fait, il a mis un fees sur la vente des NFT et tous ceux qui ont créé des assets sur la marketplace gagnent de l'argent sur les fees secondaires des NFT. C'est un modèle particulier qui est autofinancé par des NFT et en gros, l'argent circule à travers les NFT. Et je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas si c'est un succès, je ne sais pas si c'est un fail. Je sais que ça tourne et ça a l'air cool, quoi. Attends, donc Euh, tu peux me repitcher, parce que peut-être que je n'étais pas T'es sur assez le site ou concentré, pas? mais ouais, je suis sur le site. Donc, tu achètes un pass. Ouais. Avec ce pass, T'as tu as le accès droit au... d'aller à tous les composants. Ouais, exactement. Tu peux Les tout composants, ils sont télécharger payants et ou tout. pas? Alors, les composants, non, ils sont pas payants en fait. Si j'ai bien compris, parce que j'ai pas acheté le NFT, mais tu peux pas voir, hein, parce qu'en fait, si t'as pas acheté le NFT, tu peux pas rentrer dans le truc. Normalement, ils sont pas payants. Ok. C'est le NFT te donne accès aux composants. Et du coup, la communauté, enfin, le Rareblocks gagne de l'argent uniquement, pour le moment en tout cas, sur les ventes et les ventes secondaires du NFT. Ouais. Il n'y a pas énormément de ventes secondaires, ceci dit, mais Et la là, vente, j'ai vu, ça sold out assez vite. ouais. Il y en a que 20 qui sont dispo. Il y en avait combien à la base? Je sais pas. Alors, Mais j'ai pas les en chiffres. buy now, il y en a que 5 qui sont dispo sur OpenSea. Euh, c'est pas mal, ça. Je trouve ça intéressant. Ouais, le modèle est intéressant, je trouve. Euh, je trouve ça super intéressant. Et c'est une marketplace qui est financée par, en principe, par des NFT, en fait. Et, euh, et je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Ouais, Ok, ouais, donc ils vont créer la marketplace et là-dessus, les créateurs pourront venir vendre leurs composants, ouais, les kits, les templates. exactement. C'est un Et, peu un theme forest, mais avec un modèle un peu différent parce que c'est un modèle qui est basé sur les NFT, quoi. et ce qui est bien, du coup, c'est que tous les composants, etc., sont pensés pour le Web3. Et il y a, genre, tu peux imaginer une page de vote, tu peux imaginer, je sais pas moi, oui, par exemple, une page de vote, c'est un truc en général qui se fait via un outil externe. Là, si tu le fais proprement sur ton site web via un composant ou un kit ou un template créé sur Rareblocks, tu sais que tout est déjà prévu pour le use case Web3. Donc ça peut être intéressant, en effet, c'est pas mal. T'imagines Ouais. d'autres types de marketplaces comme ça? Euh, Bah, en fait, tu te dis que toutes les marketplaces où il y a des assets digitaux Hmm. pourraient potentiellement être financées comme ça, ouais, peut-être. Mais Ouais, tu vois, j'ai l'impression, enfin, et du coup, ça, je pense que ce que je vais te dire, mais juste en exergue le fait que je comprends pas encore exactement comment tout ça se finance, ouais. comment tout ça est rentable. Et j'ai l'impression que, tu vois, s'il fait de l'argent, en tout cas à l'heure actuelle, que via la vente des NFT, la vente secondaire des NFT, euh, enfin, je vois pas comment tu fais ça pendant plus de 2 ans, quoi. Genre, Alors, il a, parce que si tu vas tu sur vois. je pense qu'il doit avoir dans la roadmap, il doit avoir quand même d'autres éléments qu'il a envie. D'ailleurs, je pense que tu peux voir la roadmap si tu descends. Ouais, mais il euh, parle pas de, enfin, c'est pas encore très clair. non, c'est pas très clair. Et t'as plein de l'oreille ipsum. Ok, d'accord. C'est pas. Tu vois, il s'est dit, ouais, ok, donc il veut faire de plus en plus de contenu. Il veut pas faire que des assets Tailwind, mais il va aller dans les logos, dans les icônes, etc. Et alors, le dernier point, whatever the DAO decide to work on further. Donc, en mode, c'est la DAO qui va choisir ce qui va se passer pour la suite, quoi. Curieux de savoir comment la DAO va choisir. En fait, j'ai voulu join. C'est juste quand j'ai vu que c'était quand même 1500 balles, je me suis dit, bon, je sais pas si j'ai envie de payer 1500 balles, mais, euh, mais voilà, quoi. Par contre, si tu vas dans les kits, les UI kits, il y a vraiment des trucs stylés, je trouve. Il y a vraiment des trucs stylés, je trouve. Ah, du coup, ils font aussi du e-commerce, ça. Donc, c'est vraiment Tailwind. Donc, la Ouais, librairie Tailwind, CSS, etc. Ok. Mais c'est un business qui fonctionne déjà très bien dans le Web 2, tu vois. Donc, dans le Web 2, ouais. Donc, est-ce probablement qu'il y a un que. truc. En tout cas, il se dit qu'il peut peut-être aller chercher déjà tous les mecs qui buildent des sites web sur le Web 3. Et alors C'est juste une technique. est-ce que du coup, ça pourrait faire sens s'il se dit que dans le Web 3, tu as des assets, une UI qui est différente, et du coup, bah, on va focaliser Rareblocks sur une UI
Web3, tu vois. C'est ça. Sur des produits qui sont plutôt, par exemple, des pages de minting, enfin, tu vois, des pages de staking, ce genre de choses, tu vois. Et ce que j'ai pas compris, du coup, c'est que si les passes de minting sont en gros l'équivalent de, il appelle ça le founder pass, Ouais. c'est comme si tu étais cofondateur slash investisseur et tu peux aller reclaim du coup tes ETH qui sont pending. Imaginons, ils en vendent plein, ils vendent plein de passes, etc. Il y a beaucoup de ventes sur le secondaire, etc. En tant que détenteur d'un pass, tu peux avoir euh, une ressource à claimer, donc en gros un retour sur investissement. Apparemment, enfin, d'après ce que j'ai compris, d'un point de vue légal, c'est compliqué de faire ça. Genre de redistribuer de la valeur à Mhm. des détenteurs de NFT, tu rentres dans une catégorie juridique qui est Mm. compliquée C'est compliqué, ouais. potentiellement. Donc, je sais pas comment ils s'en sortent. Je ne saurais pas te dire. Mais Faudrait que c'est je me forme. intéressant, en tout cas, je pense Ouais. que c'est un modèle qui va évoluer et qui est intéressant à suivre. Bien vu, bien trouvé. Tu as trouvé ça sur un tweet de Shan, un truc comme ça ou Non, 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 c'est en fait le mec j'ai vu que Shan a fait un truc par rapport au DAO et je sais Non, pas si tu as vu son tweet. c'est le Différents mec, types. ce mec-là, je le suis depuis un petit bout de temps. J'étais presque sûr que tu le suivais. Ça m'étonne même que tu vois pas de qui je parle, Danny Si, si, Postma. si, Ok. je vois, mais je me rappelle de La Lime photo de machin profil, là. il a jamais changé. Ouais, c'est Lime truc, ouais, c'est ça. Hmm. Headlime, ouais, Headline, ouais. Ça, on aurait dû en parler à l'époque, mais on à avait l'époque. conflit d'intérêt. Du coup, alors, bah, écoute, moi j'ai un petit truc que j'ai trouvé. La semaine passée, tu nous parlais d'un tweet qui mentionnait Reddit comme un des bons moyens de trouver des tendances avant qu'il y ait un produit sur le marché qui, le, qui les satisfasse. Euh, et, ou trouver des problèmes, en gros, voir un peu comment les gens interagissent sur des sujets en général qui sont très niches. Et j'ai trouvé un truc, je ne sais pas comment le traduire en français, donc je vais prendre des mots, mais en gros, c'est un Reddit qui s'appelle Mini World, donc c'est peu monde miniature, et qui a créé un objet, enfin en gros, c'est des do-it-yourself, des tutoriels do-it-yourself sur comment créer un petit objet, une espèce de petit intercalaire que tu mets entre tes livres et qui a un effet 3D. Et donc, tu as l'impression vraiment qu'entre tes livres, il y a un petit monde. Et du coup, on peut imaginer, enfin, on voit des exemples. Je peux t'envoyer si tu veux, mais on voit des exemples de petites villes, un peu type cyberpunk, tu vois, le jeu vidéo, où tu vois des voitures en dessous, tu vois des lumières, tu vois des grands immeubles, etc. Et tu le mets en tes livres et ça donne un effet de relief assez impressionnant. Et je me dis, il va probablement y avoir, enfin, c'est pas un effet relief là, pour le coup, c'est un vrai relief, mais il y a probablement moyen de faire la même chose, donc des intercalaires à mettre entre tes livres pour les tenir droits, qui sont juste en fait des effets relief et qui donnent super bien. Je vais t'envoyer dans le Zoom, comme ça tu vas voir de quoi je Ah parle, ouais. parce que c'est peut-être pas très clair comme je le dis maintenant. Mais je trouve que ça donnait trop bien. C'était en pure tendance il y a 4 mois. Ça a bien fonctionné. Et du coup, je l'avais vu sur Twitter aussi. Et je l'avais sauvegardé en me disant, il faut que j'en parle sur le podcast, ou en tout cas que je trouve un moyen de m'en acheter un. Drôle. Du coup, t'as vu ou pas à quoi ça ressemble? Ouais, je suis dessus, ouais. Ça donne bien. Et puis, du coup, tu peux avoir plein d'autres trucs. Je peux t'en envoyer un autre là. Et là, on dirait un petit bureau ou une petite ruelle Mais dans attends, c'est une. e-commerce? J'ai pas compris. Mais non, là, c'est une tendance de créer ça do it yourself. Ah, c'est le faire Alors, il y a des toi-même, gens ok. qui commencent à le faire en e-commerce, bien sûr. Je suis allé voir allez, Alibaba, AliExpress, et il y en a qui le font. Ça se vend très cher sur AliExpress, ce qui est un Ok. signe qu'il y a moyen probablement de faire ça mieux et plus en masse. Mais je trouve ça trop mignon, tu vois. Genre, Ouais, pour les gens stylé. comme moi qui collectionnent les livres, etc., tu peux les mettre vraiment entre. On pourrait imaginer un e-commerce slash DTC qui fait ces intercalaires ou ces pauses bouquins, entre guillemets, je sais pas comment on traduit ça en français. En anglais, on appelle ça un book nook. Et tu les mets entre tes livres et en fait tu peux imaginer différents univers à l'intérieur de cet intercalaire qui sont qui donnent tout un côté romantique ou un côté rêveur à ton étagère de livres, en fait, à ta bibliothèque. Et on peut donc, en fait, je mettrai les liens aussi dans la description YouTube, comme ça les gens, vous allez pouvoir voir de quoi on parle concrètement. Mais ça donne super bien, je trouve. Et je vois bien un e-commerce, moi j'achèterais, c'est sûr. Si c'est pas trop cher, j'achète.
Pas trop cher. Et si c'est pas trop cher, oui, mais parce que sur AliExpress, tu vois, c'était déjà genre $50 Ah, un quand même, ouais. notebook. Putain. Donc je me dis, ouais, allez, si c'est un vrai beau truc, je mets entre Ça 30 et s'appelle $50. ça s'appelle comment sur AliExpress? Tu Notebook. tapes Nookbook, ça tourne entre 40 et $50 sur AliExpress et tu vois que c'est pas des produits qui sont faits en dropshipping, j'ai l'impression. Donc voilà, Ouais. c'était Ah la ouais. découverte et j'espère qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui va peut-être le faire, ça serait intéressant. Bah, on en a un qui fait des cartes Pokémon en bois dont j'avais parlé dans un épisode. Ah bah parle-lui à lui. Je suis sûr que c'est le Euh, genre de truc qu'il kifferait trop faire. grave. C'est vrai que c'est stylé, hein. Donc voilà. Tu veux qu'on arrête là ou je te demande de réagir à un sujet d'actualité que j'ai vu passer? Je me demande, si tu veux, j'ai 15 minutes, donc si tu veux me demander de réagir. Juste, du coup, aparté entre nous et entre les quelques milliers d'auditeurs qui nous écouteront, t'as vu que Asher s'est fait agresser à son domicile, t'avais suivi? J'ai vu, ouais, ouais, j'ai vu. Ça fout les boules, C'est hein. c'est pareil, j'ai eu peur, enfin, pas eu peur, mais je me suis dit, merde, en fait, ça peut t'arriver, quoi. Donc, faut faire gaffe. Et je me suis aussi dit, on n'a pas beaucoup d'auditeurs, mais on sait On jamais, parle. Ouais. mais on parle et il faut faire gaffe, quoi. Ouais. Mm. Alors, après, moi, ce que j'en ai déduit, c'est qu'il y a deux types de protection à mettre en place quand vous êtes dans la crypto. La première, c'est la protection en ligne. Et donc ça, c'est comment ne pas se faire scammer en conservant ses clés à des endroits, aux endroits indiqués, Mm. euh, en utilisant une ledger, etc. Mm. Et puis ensuite, tu as la protection physique. Ah, putain, Et il on fallait en que je a te parle parlé d'un truc. plusieurs fois. Et je vais Quand acheter un vous, truc en plus. Donc, il faudrait que je te l'envoie. Enfin, je vais te l'envoyer maintenant. Vas-y, continue, continue. quand vous êtes dans la défi, ou quand vous êtes dans la crypto, pardon, tout court, il faut que vous pensiez à vous protéger physiquement parce que vous êtes votre propre banque. Vous êtes votre propre banque libre. Et du coup, ça veut dire quoi? Alors, je donne des idées comme ça, je dis pas que moi je les ai mis en place. C'est ça qui est marrant aussi dans cet univers, c'est que tout le monde dit, et j'ai vu sa vidéo où en gros il déconstruisait ce qui s'était passé, comment. En fait, il y a quelqu'un qui est arrivé chez lui, qui est monté dans son appartement pour lui vendre, pour lui parler d'assurance. Il faisait pas attention, il avait le Covid, il a entrouvert sa porte pour prévenir le gars qu'il avait le Covid, donc il ne devait pas rentrer dans l'appartement. Et là, le gars a foncé sur la porte. Il a réussi à refermer la porte quand il a vu que le gars avait une arme sur lui. Il a fermé la porte, double tour, toutes les serrures, etc. Puis il a appelé la police. Et en fait, il expliquait, oui, dans mon organisation personnelle, bien sûr, vous pourriez trouver 300-400 € de Bitcoin chez moi, mais en fait, tout est décentralisé même dans sa protection. C'est-à-dire que s'il veut faire un gros virement, s'il veut par exemple virer 10 000 € en crypto comme ça dans la seconde, il ne peut pas parce qu'il a besoin d'avoir d'autres types qui viennent valider cette transaction, des gens proches autour de lui. C'est une façon de se protéger, ça. Mais du coup, c'est une façon qui, opérationnellement parlant, au jour le jour, est compliquée à garder. Ouais. Parce que dès qu'il veut faire aussi un investissement, etc., c'est pareil. Il doit appeler. Alors, il l'avait fait pour sa boîte, ce qu'on peut comprendre, puisque les fonds de sa boîte doivent être protégés. C'est la meilleure façon de les protéger. De toute façon, en tant que boîte, il ne fait pas des investissements tous les jours. Mais à titre personnel, il ne l'avait pas fait pour lui, je pense. Ou en tout cas, il ne l'avait pas complètement fait. Il devait avoir plusieurs combines et de ça. Et du coup, les gens, d'une manière générale, c'est là-dessus que je voulais parler, c'est qu'ils restent relativement, disons, euh, discret sur ce que ça veut dire de s'organiser à Hmm. titre personnel pour se protéger. Alors, on balance des idées. Si tu en as d'autres auxquelles je pense, n'hésite pas à les balancer. Un, dans la mesure de la légalité, vous vous armez chez vous. Deux, L'extrême. non, non, mais Bazooka. armée, c'est pas forcément une arme à feu. Et je t'ai Voilà. envoyé un truc qui est en lien avec ça d'ailleurs. Bah, vas-y, Et continue. Après, tu regarderas ce que je t'ai envoyé. j'ouvre et en même temps je parle. Deux, en plus de vous protéger physiquement, vous protégez votre avoir en le dispersant sur plusieurs comptes. Ces comptes sont pas forcément tous au même endroit. Euh, si vous avez une banque, si vous avez, je sais pas moi, de la famille, etc., des coffres-forts en banque, etc. Toi, tu viens de m'envoyer un coffre-fort. Ben vous dispersez ça un peu partout. Si vous avez plusieurs maisons, vous dispersez ça un peu partout. La deuxième, l'étape ultime, c'est de faire comme Asher a fait, c'est-à-dire
d'avoir des validateurs externes qui doivent valider vos transactions. Ça, c'est pas mal aussi. Vous utilisez un password manager au minimum pour tout ce qui est accès MetaMask, compte X ou Y, Facebook, WhatsApp, etc. Tout ça, vous devez avoir des mots de passe différents pour chacune de vos applications. Et la source qui contient tous ces mots de passe-là doit être décentralisée aussi. Par exemple, je pense que Password Manager, je ne suis pas sûr que ce soit gardé en, 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 je sais pas comment on appelle ça, directement sur votre ordinateur. Je pense que c'est un tool qui est partagé en ligne, mais je ne En suis pas cloud, sûr à vérifier. ou quoi. Euh, donc tout ça, vous devez y penser. Ensuite, si vous avez l'opportunité, c'est n'affichez jamais votre adresse d'habitation, de résidence. Pour la plupart des gens, on peut trouver relativement facilement leur adresse de résidence. Et puis il y a d'autres gens qui arrivent à s'organiser pour ne pas habiter là, pour ne pas habiter concrètement là où ils disent habiter aux yeux de l'État, etc. Donc voilà, c'est avoir un appartement de fonction en gros aussi, quand vous êtes vraiment riche. Et ensuite, et là-dessus, si vous faites un podcast comme nous et que vous parlez de la crypto, c'est compliqué, mais restez discret. Et rester discret, ça veut dire commencez pas à vous la racler en public sur vos potentiels gains, etc. Puis, de toute façon, en général, les gens qui font ça perdent leur argent assez rapidement à cause du marché. Donc voilà, je ne sais pas si toi tu penses à d'autres trucs. C'est un sujet qui est Mais non, mais sensible et je suis alors, mal à l'aise à l'idée d'en parler, tu vois. Genre, ouais, j'aime pas parler de ça. ouais, Parce que pour j'ai la, peur de me mettre en danger moi-même ou de mettre en danger mes proches en faisant ça, tu vois. dans la commu proof de Kevin Rose, ils ont balancé du coup une espèce de stack de sécurité, mais c'est qu'une Ok. stack physique, rien de bien méchant, ledger normal. Mhm. Ta phrase secrète sur un, j'ai oublié là, tu sais, les plaques en titane, Mhm. anti-burn, et la plaque en titane, tu la mets où? Tu la mets dans un vault. Et ça, c'est le produit apparemment, tous les mecs là, ils ont tous ça chez eux. Je t'ai envoyé le truc. Donc, c'est le site, c'est voltechsafe.com et c'est le MX Series. Et en gros, c'est une boîte qui coûte de 600 $. Je sais pas combien, plus livraison, je sais pas, rajouter 100 balles, 700 Mhm. dollars plus ou moins. Et en gros, c'est une boîte indestructible à code ou à, je crois que c'est à code, ouais, c'est à code. Et dans la boîte, normalement, on y stocke des armes à feu. C'est là où, quand tu as des armes à feu chez toi, bah, tu les stockes là-dedans et en fait, Mhm. personne ne va pouvoir y accéder. Genre, tu peux essayer de casser le truc qui n'y arrivera pas. Et ça détecte le mouvement, c'est connecté à une application, ça t'envoie une notif quand c'est ouvert. Donc, c'est un peu connecté, on va dire. Tu vois, ça te prévient si jamais quelqu'un est en train de la secouer ou ce genre de choses. Donc, Mhm. c'est pas mal. Et température ambiante, lumière à l'intérieur, enfin, genre, c'est la totale, quoi. Et du coup, tu mets ton bloc de titane où tu as ta passerelle dans cette boîte-là. Et je pense que je vais m'acheter, déjà le bloc en titane, je vais l'acheter, et, parce que je ne l'ai pas. Et je crois que je vais m'acheter la box. Je vais me l'acheter. C'est pas trop c'est pas con de mettre une box quelque part chez soi et de stocker ça là-dedans. Mais Ouais, mais sinon, à tu part vois à ça, quel point on n'est pas, on n'est pas prêt, tu vois. Genre, même ouais. si tu as une box chez toi et que quelqu'un arrive avec un flingue chez toi et te le met en joue, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr que oui, tu vas lui ouvrir son coffre, tu vois. Oui, non, mais oui, mais là, c'est plutôt genre si tu te fais cambrioler ou quoi, bah, tu vois, Ah oui, quand t'es tu, pas tu, là, oui. Ok, d'accord. tu vois. Ouais. Je pense que c'est des sujets. Parlez-en avec les vieux autour de vous. Je pense que les sujets que les vieux qui avaient de l'or chez eux, etc., ont percé il y a longtemps. Et pour ceux qui sont bien organisés, ils pourront peut-être vous donner des petits conseils. Moi, j'en ai eu pas mal comme ça. Mais oui, idéalement, il faut tout rendre confus, il faut tout disperser, il faut avoir des backups, de backup, de backup. Il ne faut pas donner votre protocole de sécurité à qui que ce soit. S'il y a différents intervenants dans votre protocole de sécurité, il faut qu'ils ne se connaissent pas entre eux ou en tout cas qu'ils ne sachent pas qui sont eux-mêmes des intervenants dans votre protocole de sécurité. Euh, et puis oui, quand tu deviens ta propre banque, eh ben, tu penses à t'armer, etc. Tu sais que jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que jusque dans les années 80, en Belgique, 80 ou 70, quand tu pouvais avoir un permis de port d'armes quand tu euh, te transportais des fonds.
Et non pas transporter des fonds en tant que convoyeur de fonds, en tant que profession, mais quand tu étais un homme d'affaires qui devait manipuler beaucoup d'argent, bah, tu pouvais aller à ta commune ou je ne sais pas à quelle préfecture de police et demander d'avoir un permis de port d'armes. Et donc, à chaque fois que tu te baladais, à chaque fois que tu sortais de chez toi, tu te baladais avec ton arme. Avec tous les dérives que ça peut importer, etc., bien sûr, blablabla, on connaît tous la rengaine et on est tous, enfin, j'ai l'impression en tout cas que nous deux, en tout cas, on n'est pas complètement cons par rapport à ça. Mais à titre individuel, c'est des questions qu'il faut se poser à partir d'un certain montant. Alors, on n'est pas encore là, et ce sera un problème dans 10 ans, tu vois, mais. Et quelque part, même si c'est pas de la crypto, euh, mec, je connais des histoires de mecs dans notre région dont les enfants ont été enlevés et à qui on demandait des rançons. Et c'était des petits mecs en comparaison de ce que certains mecs en crypto gagnent et ce qu'ils ont sur eux, chez eux, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, et surtout dans un monde qui est fragile en ce moment, avec des gens qui souffrent ou des gens qui sont envieux, ou les deux, euh, compliqué. Et une fois de plus, j'aimerais bien trouver endroit, un forum, un truc anonyme où les gens parlent de tout ça. Parce que là, tu vois, du coup, c'est nous qui nous exposons d'une certaine manière, ne serait-ce qu'en mentionnant cette histoire. Et Asher, je ne voudrais pas être à sa place. Alors, il dit la conclusion, et on va terminer là-dessus, il dit c'était une grosse frayeur pour une bonne leçon, puisque maintenant je sais que je vais devenir paranoïaque, que je vais aller au plus profond et au plus loin dans cette organisation. Euh, mais, euh, mais ça aurait pu très mal tourner. Le mec apparemment s'est dénoncé. Et ce qui était marrant du coup, c'est que en conclusion de sa vidéo, il annonce qu'il pense à quitter la France. Il dit en France, il y a il y a un double problème. Un, c'est la sécurité, le rapport à l'argent qui te met en danger. Et surtout, premièrement, c'est, d'après lui en tout cas, c'est que non seulement quand tu vas sur le marché avec ta boîte, etc., tu fais face à un ennemi, c'est tes concurrents. Donc il y a de la concurrence, il y a de la compétition. Mais en plus de ça, tu as l'État. Et surtout quand tu es dans la crypto, qui rend tout ça encore plus compliqué avec des Mais taxes, ça des n'a pas de rapport avec la réglementations. sécurité, avec le problème qu'il a eu, si. Non, mais il dit en fait, du coup, la conclusion de cette histoire, plus de ce Plus que le je dois reste, ok. subir au quotidien en tant qu'entrepreneur en France, c'est que je pense à partir de la France. Et il dit, j'ai pas envie d'aller à Dubaï, je sais pas encore où je vais aller. Donc intéressant. S'il move, ça peut être un truc intéressant à suivre. Donc Clairement. voilà, Ok. ça pour dire, soyez prudents, Soyez protégez-vous. prudents. Protégez-vous. Protégez-vous. Bon, bah écoute, c'était cool. Épisode 63, si je dis pas de bêtises. Ouais, Vous savez ce que vous devez faire, un commentaire sur YouTube, un like sur YouTube, partagez au moins un ami dans votre entourage, 5 étoiles sur Apple Podcast et la petite cloche sur Spotify. J'ai pas d'autre chose à dire. Allez sur lecryptofellowship.com si vous si voulez vous créer une voulez. boîte dans le Ouais. Web3. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao mec, à la semaine prochaine. Ciao.